intitulé donc on va sur les résistances et les imaginaires à la frontière des États-Unis et du Mexique. Alors on s'excuse un petit peu pour le retard, le temps de s'installer avec les différents invités et les traducteurs. Alors pour ce débat, pour cette conférence, nous avons 4 invités. Nous avons Mike Wilson, qui est un Indien Tohono O'odham, qui est activiste, défenseur des droits de l'homme, qui est ici. Nous avons Norma Iglesias Prieto, qui est universitaire, professeur à l'Université d'État de San Diego et au Collège de la frontière nord de Tijuana, donc qui se déclare comme chercheuse transfrontalière et qui est donc une spécialiste du thème de cette frontière. Nous avons Aurora Xilonen, qui est écrivain, qui est arrivé hier soir à Douarnenez et qui interviendra notamment demain à la journée littérature pour nous présenter son livre, son roman Gabacho. Et enfin, nous avons Patrick Barr, qui est photographe, que certains ont dû rencontrer déjà lors de l'exposition El Norte, l'inauguration était dimanche dernier, et qui est aussi écrivain, parce qu'il a publié un livre La Frontière, et je crois qu'à la suite du débat, il fera des dédicaces de son livre. Voilà, alors avant d'aborder de manière frontale ce thème de la frontière, je vais rapidement redonner un petit peu le contexte historique donc de cette frontière. Alors cette frontière, elle est longue de 3200 km, c'est l'une des frontières la plus traversée au monde. Son actuelle démarcation date d'une guerre qui a opposé les États-Unis au Mexique, donc une guerre entre 1846 et 1848. Et une guerre durant laquelle le Mexique a perdu près de 50% de sa superficie, et à partir de laquelle donc une partie de la population mexicaine qui vivait aux États-Unis s'est retrouvée comme citoyens de second rang et ont été exploités comme une main-d'œuvre servile, notamment dans le sud du pays, donc soit dans les champs ou dans l'activité minière. Et en fait, cette frontière, elle s'ouvre et elle se ferme selon les contextes économiques. C'est-à-dire que pendant la Grande Dépression, il y a 500 000 Mexicains qui sont expulsés des États-Unis vers le Mexique. À la suite, pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a le programme Bracero qui se met en place en 1942 parce que les États-Unis ont besoin de main-d'œuvre. Donc la frontière se réouvre avec ce programme Bracero et des millions de Mexicains ont accès, peuvent passer la frontière pour aller travailler aux États-Unis, là encore principalement dans l'agriculture. Et ensuite, à partir des années 70, on note un début de la militarisation de la frontière. Des premières barrières sont érigées dans les années 80-90, principalement dans les villes. Et à partir du traité de libre-échange, qui est signé en 1994, il y a un nouveau flux migratoire. Le flux migratoire s'accélère et la construction de la barrière s'accélère aussi sous le gouvernement de Bush, de Clinton. Puis, après les événements de 2001, la construction de la barrière reprend encore davantage jusqu'à aujourd'hui. Donc, cette polémique autour du mur que veut construire Donald Trump, donc qui serait estimé, d'après Donald Trump, je vais noter le chiffre, à 12 milliards de dollars. Mais certaines sources estiment que ce mur pourrait coûter jusqu'à 40 milliards de dollars. Donc, actuellement, il y a une frontière qui existe sur 1000 km. Et voilà. Et donc, il y a un débat qui existe sur je pense que ce débat, tout le monde est au courant. Donc, autour de cette frontière, il y a aussi un important nombre d'imaginaires. Je crois que Norma en parlait dans le texte qu'elle a écrit pour le catalogue, cette référence au bad hombres, aux mauvais hommes mexicains qui arrivent aux États-Unis. Donc, cette frontière, elle est associée à ces trafics, à cette violence. Mais aussi, la frontière, elle est aussi liée à la création, à de l'art, à de la résistance, à des actes de solidarité. Et je crois que les invités, c'est avant tout cela qu'ils voulaient présenter ce soir. Donc, je ne vais pas m'attarder plus sur cet aspect historique. Et puis, je vais maintenant leur donner la parole. Alors, en préparant ce débat, il y a Mike qui avait souhaité, dans un premier temps, prendre la parole avant de commencer les débats pour parler un petit peu de manière plus sensible de cette frontière. Thank you very much for the invitation. I'm very happy to be here. Merci beaucoup pour l'invitation. Je suis très heureux d'être ici. My name is Mike Wilson. I am a member of the Tohono O'odham Nation, an American Indian tribe. Mon nom est Mike Wilson. Je suis membre de la nation Tohono O'odham et A Native American tribe. une tribu américaine native. Tohono O'odham means desert people.
Tohono O'odham, ça veut dire le peuple du désert. I am not from the border. Je ne viens pas de la frontière. That is the border along the Mexican state of Sonora and the United States. Mais je viens de la frontière entre l'État mexicain de Sonora et l'État états-unien de l'Arizona. Let me make this clear. I am not from the border. I am the border. Pour être clair, je ne viens pas de la frontière, je suis la frontière. We have lived in the desert since the first sunrise. Nous vivons dans le désert depuis le premier lever du soleil And before the creation of the modern political borders. et depuis avant la création de la frontière politique moderne. The land and I are the same. La terre et moi, nous sommes la même chose. In my social justice community in Tucson, Arizona, Dans ma communauté de justice sociale à Tucson, Arizona, we begin our meetings with a moment of silence on commence nos réunions avec un moment de silence to honor the thousands who have died crossing the desert. pour rendre hommage aux milliers de personnes qui sont mortes en traversant le désert. La frontière. The border. La frontière. I wish now to take a moment of silence Je voudrais maintenant qu'on prenne un moment de silence to honor our brothers and sisters pour rendre hommage à nos frères et nos sœurs who have died in the waters of the Mediterranean Sea, qui sont morts dans les eaux de la mer Méditerranée, in the boulevards of Barcelona and Paris, dans les rues de Barcelone et de Paris, in the streets of Charlottesville, dans les rues de Charlottesville and in the LGBT nightclub in Orlando. et dans la boîte de nuit LGBT d'Orlando. A moment of silence, please. Un moment de silence, s'il vous plaît. Thank you. Merci. Voilà, merci Mike. Alors on va poursuivre du coup sur l'aspect de la frontière. On a la chance d'avoir 4 personnes qui vivent la frontière de manière distincte, avec un photographe, une écrivain, une chercheuse et un activiste. Et du coup, ma première question sera de savoir comment, selon votre localisation géographique et votre activité, comment chacun de vous vit la frontière au quotidien. Mike, tu veux continuer? Yeah, the question again is, What's your lived daily experience of the border, depending on where you live and what your activity is? He's asking the four of you. my reality of the border is very different. Ma réalité, mon expérience réelle de la frontière est très différente. My reality is not romantic, it's not intellectual, it's realistic. Ma réalité n'est pas romantique, elle n'est pas intellectuelle, elle est réaliste. What I did for 12 years, I put out water on my land for migrants crossing the desert. Ce que j'ai fait pendant 12 ans, c'est que je mettais de l'eau dans le désert pour les migrants qui passaient la frontière. Thousands of migrants die in the Arizona desert because for lack of water. Des milliers de migrants meurent dans le désert d'Arizona pour une question de manque d'eau. The United States government and my own tribal government didn't want me to put out water.
Le gouvernement des États-Unis et mon propre gouvernement tribal ne voulaient pas que je mette de l'eau. They destroyed the water. They cut it with knives or they emptied the barrels. Ils détruisaient l'eau, ils les coupaient avec des couteaux ou ils vidaient les récipients. It was more important for my government to destroy water than save human lives. C'était plus important pour mon gouvernement de détruire de l'eau que de sauver des vies humaines. Another reality is I took family members looking for bodies in the desert. Une autre de mes réalités, c'est que j'ai emmené des personnes migrantes qui cherchaient des membres de leur famille dans le désert, mortes dans le désert. We found very few bodies, On a retrouvé très peu de ces corps-là. and hundreds of bodies are still in the desert, never to be found. Et des centaines de corps sont toujours dans le désert aujourd'hui et ne sont jamais retrouvés. Within the last 3 years, my wife Susan and I, Pendant les 3 dernières années, ma femme Suzanne et moi-même, we have taken into our house migrants from Honduras, El Salvador, Guatemala, and Mexico. nous avons accueilli dans notre maison des migrants qui venaient de l'Honduras, du Salvador, du Guatemala et du Mexique, Because it is our moral obligation to save suffering humanity. parce que c'est notre obligation morale de sauver l'humanité qui souffre, To offer justice, to offer food, to offer water, d'offrir la justice, d'offrir de la nourriture, d'offrir de l'eau, but most importantly, to offer hope. mais plus important, d'offrir de l'espoir. As one Guatemalan mother told me, Comme une mère du Guatemala m'a dit, we thought all Americans hated us, nous pensions que toute l'Amérique nous détestait, and she was surprised that she was loved. et elle a été surprise d'être aimée. So we continue in our social justice struggle to work for the dignity Alors on continue notre lutte pour la justice sociale et pour la dignité, for those who had their dignity destroyed, pour ceux dont la dignité a été détruite, for those who are hungry, pour ceux qui ont faim, for those who are hated, pour ceux qu'on déteste, for those who are unloved, pour ceux qui ne sont pas aimés and for those without hope. et pour ceux qui n'ont pas l'espoir. We will continue to do that until our last breath on this earth. Nous continuerons à faire ça jusqu'à notre dernière respiration sur cette terre. Merci Mike. Norma, tu veux parler? Norma. Para decir un poco cuál es mi relación y cómo vivo la frontera. Pour expliquer un peu quelle est ma relation et comment je vis la frontière, Yo no separo mi trabajo de mi vida personal, no lo puedo separar. je ne peux pas séparer mon travail de ma vie personnelle. Llegué de la Ciudad de México a la ciudad de Tijuana hace 37 años. Cela fait 36 ans que je suis arrivé de la ville de Mexico à Tijuana Con un grupo de investigadores para fundar una institución avec un groupe de chercheurs et de chercheuses afin de fonder un laboratoire de recherche especializada en los fenómenos de la frontera. qui se spécialise sur les thématiques liées à la frontière. Hace 37 años eso era una locura porque nadie pensaba que los estudios fronterizos eran importantes. De dire que ça fait 37 ans, c'est assez fou parce qu'à l'époque, personne n'aurait pensé que ça pouvait constituer une thématique de recherche intéressante.
como la mayor parte de los investigadores de México o de Estados Unidos, Comme la plupart des chercheurs et des chercheuses des États-Unis et du Mexique, nuestras investigaciones se paraban con la frontera y leíamos generalmente autores en español. en fait, nos recherches, elles s'arrêtaient à la frontière entre les États-Unis et le Mexique, et on lisait surtout des auteurs espagnols. Algunos rápidamente nos dimos cuenta que era una propia limitante a nuestro trabajo. Certains et certaines d'entre nous, on a très vite réalisé que c'était une très grande limite pour notre travail. Y que los fenómenos que estábamos estudiando eran tan complejos y dinámicos, Et que les phénomènes que nous étudions étaient aussi complexes et dynamiques, exigían que cruzáramos no solo la frontera geopolítica, il était tellement en fait qu'on se devait de traverser cette frontière la, geopolítica, géopolitique, la frontera del idioma, aussi la frontière linguistique pero también las fronteras de las disciplinas. et aussi la frontière disciplinaire. Por eso decidí convertirme en una investigadora transfronteriza C'est pour ça que j'ai décidé de devenir une chercheuse transfrontière en fait. y empecé a trabajar con instituciones de ambos lados de la frontera, Et c'est là que j'ai commencé à travailler avec des institutions de chaque côté de la frontière, literalmente cruzando todos los días para enseñar en inglés, en español, en traversant vraiment littéralement chaque jour la frontière pour enseigner aussi bien en espagnol qu'en anglais. Creo que dentro del ámbito de la docencia, de la enseñanza Je crois que dans le contexte de l'enseignement universitaire y de la investigación et de la recherche, se pueden hacer cambios que sirvan a mejorar las condiciones de vida de la frontera. je suis convaincue qu'on peut partir de ce contexte universitaire pour changer les choses par rapport à ce qui se passe à la frontière. En un documental nos dijeron en la reconstrucción de Siria que la revolución también se hace con lápices. Donc dans un documentaire par rapport à la Syrie, on a pu entendre qu'on pouvait lutter contre les frontières grâce à un stylo. De alguna manera, mi vida y la educación de mis hijas y la forma en que funciono en la cotidianidad es cruzando constantemente las fronteras. Et c'est un peu ce que je cherche à faire également tous les jours en traversant cette frontière, tous les jours aussi avec mes enfants et ma famille. Que no es fácil porque requiere de esfuerzo y de tiempo. Et ce n'est pas facile parce que ça demande beaucoup de temps et d'énergie. Entre las cosas que trato de hacer o de la manera en la que me percibo, Et moi, je m'envisage dans la manière dont je me vois moi-même, es que el haber tomado la decisión de estar constantemente cruzando fronteras, dans cette manière d'être constamment en train de traverser la frontière. me veo un poco como Mike, como que yo personifico la frontera. Moi, ce que dit Mike, en fait, ça me parle parce que je sens aussi que je m'identifie en fait à la frontière, je deviens la frontière. Y si tuviera que pensar en un objeto en el que me identifico, Et si je devais penser à un objet auquel je peux m'identifier, es un puente. c'est un pont. Entonces constantemente estoy comunicando y traduciendo para que haya una mejor comprensión de ambos lados. Donc je communique et je traduis constamment afin d'améliorer la compréhension de chaque côté du pont. Y utilizando cualquier estrategia que me permita convencer a las personas de un lado que las personas del otro no son tan diferentes. Et j'utilise toutes les stratégies possibles afin de démontrer qu'en fait les personnes de part et d'autre de la frontière ne sont pas si différentes. A pesar de tantas marcas en nuestro cuerpo, en nuestra piel, en nuestra forma de hablar o de pensar. Malgré toutes les marques que nos corps et que nos manières de nous exprimer portent. En términos de mi trabajo, me dedico a enseñar sobre la frontera México-Estados Unidos en la frontera México-Estados Unidos. Donc dans mon enseignement, je me concentre sur la frontière entre le Mexique et les États-Unis et comment elle est perçue aux États-Unis. Pero estoy especialmente interesada en hablar algo que es central en este festival.
Ce qui m'intéresse surtout, en fait, c'est de parler d'une thématique qui est centrale dans ce festival-ci. que es el poder de la imagen, C'est le pouvoir de l'image, el poder de las narrativas le pouvoir du récit, para reproducir estereotipos, estigmas, et comment, en fait, ils sont capables de reproduire des stigmatisations et des stéréotypes. pero también para destruirlos. Mais aussi, il s'agit de les détruire. Más adelante en la mesa hablaremos de las formas en las que estamos tratando de pensar las representaciones y las formas alternativas de resistencia a las representaciones tradicionales. Et plus tard, au cours de cette table ronde, nous parlerons justement de représentation, de comment est-ce que nous pouvons aller à l'encontre des représentations stéréotypées, comment nous pouvons proposer des alternatives pour créer nos propres représentations. Merci Norma. Aura. Hola, mi nombre es Aura. Primero quiero darles las gracias a todos por escucharnos porque es sumamente importante que estén aquí para nosotros. Je m'appelle Laura et tout d'abord je voudrais vous remercier d'être ici parce que c'est quelque chose de très important. Yo no soy una especialista, yo estoy al lado de grandes personas que seguramente conocen mil cosas más que yo, pero yo voy a hablarles desde un punto juvenil y no tan fronterizo, sino de México central. Okay. Je ne suis pas une spécialiste, je me trouve ici entourée de grandes personnes, de personnes qui savent sur le sujet, mais je vais vous donner un point de vue de la Genèse. Escribí una historia de un migrante, un niño migrante que desafortunadamente no nació en las condiciones propicias para quedarse en México. J'écris une histoire sur un jeune, un garçon migrant qui malheureusement il a pas eu ce qu'il fallait pour pouvoir rester chez lui au Mexique. Y tuvo que salir del país porque deseaba una vida mejor. Donc il a été forcé de sortir de son pays pour retrouver une meilleure vie. Y yo siento que la literatura no debe satisfacer a alguien, puede ser pura imaginación, no debe ser tan real, pero si mi novela agrega ese granito de arena que hace cambiar el pensamiento o la perspectiva de los migrantes, de los indocumentados en todos los países, pues yo siento que estoy haciendo un buen trabajo. Okay. Je ne vois pas la littérature comme quelque chose qui devrait forcément être réel. Il pourrait quand même se baser sur la fiction. Mais si j'arrive avec mes écrits à apporter quelque chose pour changer les choses. Y ya lo comentaba, no solamente hay fronteras físicas de alambres y vallas, sino también mentales. Okay, il n'y a pas seulement des frontières physiques, des barbelés, des grilles, mais c'est aussi des frontières mentales. Construidas desde el miedo o el rechazo a lo diferente. Qui se construisent par la peur, refuser ce qui est différent. Y con ellas algunos tratan de darle un sentido a esta vida tan compleja y tan desordenada en la que nos encontramos, por supuesto en un mundo totalmente interconectado. Et avec elle, il y en a qui trouvent ça une façon de donner un ordre à cette vie qui est assez complexe et qui n'a pas d'ordre en fait par les moyens de ces frontières. Pero estas luchas identitarias, no sé si eso existe, están alimentando un choque de ignorancias. Mais ces luttes identitaires, en fait, ils nourrissent l'ignorance. Y las redes sociales son un medio privilegiado de propagación para algunos políticos que quieren sacarle provecho al miedo, al desorden, a todo lo que nos está pasando. Et les réseaux sociaux, parfois, ils agissent, ils ont utilisé par certains. Oui, ouais.
ils profitent des réseaux sociaux comme moyen pour exploiter cette peur. Y yo siento que ha habido fronteras desde que el humano se paró en dos patas. Que siento que ha habido fronteras desde que el ser humano se paró en dos pies. Ok. Donc les frontières existent depuis que l'être humain il débute sur ses deux jambes, depuis toujours. Porque tratamos de defender nuestro territorio, nuestro espacio habitual, nos defendemos de lo desconocido. Parce qu'on essaye toujours de se défendre de l'inconnu, de notre territoire. Y desafortunadamente somos animales que nos perpetuamos en líneas divisoras. Et malheureusement, nous sommes quand même des animaux et on continue à trouver cette identité par des divisions, par des frontières finalement. Pero desde mi perspectiva poblana, donde veo que existe pauperización, Mais depuis ma perspective, comme quelqu'un qui vient de Puebla, de cette région au Mexique, où il existe une pauvreté importante, donde hay pueblos en donde solamente hay mujeres porque los hombres están ganando el dinero para darles de comer a sus familias que deben mandar desde Estados Unidos a México. il y a des villages où il n'y a que des femmes, parce que tous les hommes, ils ont parti travailler aux États-Unis, envoyer l'argent à leur famille. Y no es que quieran hacerlo, es que necesitan hacerlo. Il ne s'agit pas d'une envie de faire ça, c'est vraiment le besoin de le faire. Yo no conozco personas que, si yo me voy a Estados Unidos o a XY porque quiero irme, sino ellos, bueno, cualquier persona, cualquiera de nosotros haría lo que fuera para tener comida mañana, para tener una cama en donde dormir, para salvar a nuestros hijos o a nuestros hermanos. Je connais personne en fait qui se dit oui je vais y aller juste pour le plaisir, mais je pense que n'importe qui parmi nous ferait n'importe quoi ce qu'il faut pour trouver le moyen de nourrir sa famille et d'avoir quoi manger demain. Y ahora yo veo mucho en Puebla que están llegando migrantes de Guatemala, de Honduras, de El Salvador, pero lo que me molesta es que nosotros mismos los despreciamos. Je vois qu'il y a beaucoup de migrants qui sont en train d'arriver à Puebla, qui viennent de Honduras, Guatemala, et je me rends compte que nous-mêmes, nous sommes en train de le mépriser. Sí, es una lucha constante contra de dónde eres, si tienes un acento diferente, si tu color de piel es diferente, pero entre los mismos mexicanos lo hacemos. C'est une lutte continue à l'encontre de ces différences. Tu as la peau d'une différente couleur et en fait nous-mêmes, les Mexicains, on le fait aussi. Entonces mi pregunta es, ¿cómo exigimos que nuestros hermanos estadounidenses nos traten con respeto, nos acepten si nosotros no lo hacemos? Es como una escalerita. Alors ma question ce serait, comment on peut, nous les Mexicains, exiger qu'on soit traités dignement là aux États-Unis alors que nous-mêmes on ne le fait pas? Alors il s'agit comme une sorte d'escalier, de chaîne. No sé cómo era hace años, pero ahora yo he platicado con mis compañeros de 20 años, me dicen que todavía tienen este sueño de irse porque el pensamiento es todo es mejor fuera de México. Oui. Je ne sais pas comment c'était avant, il y a longtemps, mais je parle avec des gens d'une vingtaine d'années et ils ont encore cette image, ce rêve d'aller ailleurs parce que tout est mieux ailleurs qu'ici. Perdón. Y exactamente lo que decías, construir puentes, eso es lo que necesitamos. Sí, vayan, salgan del país, aprendan cosas buenas y tráiganlas a México, edúquennos, enséñenos todo lo bueno que hay en otras culturas, todo lo bueno que se puede aprender aquí en Francia, lo bueno que se puede aprender en Estados Unidos. Et c'est exactement ça, il s'agit de bâtir des ponts, de ramener tout ce qui est bon d'ailleurs, des États-Unis,
cultura, au lengua. niveau culturel, linguistique, dans tous les champs, d'amener, d'échanger. Eso. C'est ça. Merci beaucoup. Patrick, on va te donner la parole. Bonjour. On entend dire beaucoup ces derniers mois dans les médias officiels que Donald Trump veut ériger un mur entre les États-Unis d'Amérique et les États-Unis du Mexique. Et c'est étrange, on a l'impression de vivre dans une société amnésique qui oublie que le président états-unien qui a commencé à construire ce mur entre les deux pays, les États-Unis et le Mexique, c'est le président Bill Clinton en 1994. Depuis, président après président, la politique a été la même. Le mur n'a fait que se renforcer, se doubler, se tripler sous George Bush Jr., sous Barack Obama et maintenant sous Donald Trump, sans qu'il y ait de changement notable dans la politique depuis le début de ce qu'on a appelé l'Operativo Guardian en 1994. En 1994 également sont entrés en vigueur les accords de libre-échange nord-américains qui, eux, n'ont pas consacré le fait d'arrêter les mouvements humains entre les deux pays, mais au contraire de laisser circuler librement les marchandises et les produits financiers entre le Mexique, les États-Unis et le Canada. J'étais au pied du mur de Berlin en novembre 1989 quand il est tombé. Et j'étais loin, très loin, de m'imaginer que 5 ans plus tard, je me trouverais au pied d'un mur, d'un autre mur qui aurait été érigé entre un pays riche, le plus riche du monde, les États-Unis, et son voisin, le Mexique. Quand j'ai voulu m'intéresser à cette histoire, aucun média français, aucun magazine, aucun journal n'était intéressé. Je l'ai donc fait sur mes fonds propres. Et je suis arrivé pour la première fois sur cette frontière en 1996. Je me souviens de la première chose que j'ai vue, cette barrière de métal construite avec des rebuts de terrain d'atterrissage états-unien de la guerre du Golfe et qui s'enfonçait jusque dans l'océan Pacifique, à Tijuana. Et puis, ces migrants qui attendaient de l'autre côté de la barrière, qui ne pouvaient plus passer parce que les États-Unis avaient déjà créé un dispositif qui les empêchait de passer, qui allait les diriger vers un désert qui serait très souvent mortel pour eux. Et je me souviens de mes échanges avec les officiels qui m'expliquaient que de la construction de ce mur jusqu'à mon arrivée en 1996, donc en 2 ans, sur la totalité de la frontière, la MIGRA, la police des frontières, avait procédé à 13 millions d'arrestations. Et sur la seule zone entre Tijuana et Tecate, à 700 000 arrestations et déportations de retour au Mexique. Et donc j'ai compris très vite que tous les phénomènes dont j'étais témoin sur cette frontière étaient des phénomènes de taille gigantesque, grossis comme par un effet de loupe. Et je me suis intéressé dès lors à un autre aspect que celui des migrants, qui était l'aspect de la mondialisation. J'ai parlé des accords de l'ALENA en 1996. On parle à peine de la mondialisation et on a encore moins d'images de ce qu'est la mondialisation. Or, moi, le premier visage de la mondialisation que je vois, ce sont les centaines d'usines délocalisées qui s'installent du côté mexicain de la frontière, parce qu'en quelques kilomètres, on est sur le premier marché mondial, mais on fait fabriquer des produits manufacturés dans des maquiladoras, ces usines délocalisées, de l'électroménager, de l'automobile, à un prix de revient tiers-mondiste. Et de la même façon que le phénomène de loupe vaut pour les phénomènes migratoires, il vaut pour la question de la globalisation, des usines délocalisées, des usines qui emploient majoritairement des centaines de milliers de femmes dans des conditions dégradantes pour elles, des conditions de salaire extrêmement bas, des conditions de négation de leurs conditions de femmes et d'êtres humains, très souvent,
avec beaucoup de pollution, beaucoup de harcèlement sexuel, une situation violente qui va culminer avec le crime de genre à Ciudad Juárez, le féminicide. Et je me souviens de la première vision que j'ai, non pas de ces usines, mais des lieux où vivent ces ouvrières, à perte de vue, des maisons en carton, qui sont faites avec les emballages des cartons récupérés dans les usines où ces femmes travaillent, de telle sorte qu'on sait qui travaille où, parce que telle famille vit dans des cartons qui sont siglés Thomson, telle autre famille vit dans des cartons qui sont siglés Philips, telle autre famille vit dans des cartons qui sont siglés Epson, telle autre vit dans des cartons qui sont signés de tout un tas d'entreprises globalisées. Et donc on a l'impression dans ces bidonvilles d'être aussi face à un répertoire des multinationales planétaires. Je prends conscience très vite que la frontière n'est pas qu'un mur, la frontière n'est pas qu'une barrière de métal. Je prends conscience également très vite que les migrants, les ouvrières qui travaillent et qui souffrent dans ces usines ne sont pas que des chiffres, mais des êtres de chair et de sang, et des êtres souffrants, mais aussi des êtres résistants. Les migrants s'organisent, les migrants résistent, les ouvrières s'organisent, les ouvrières résistent, les travailleurs sexuels s'organisent et résistent également. Et je prends conscience qu'au fond, cette frontière est également non pas un troisième pays, parce qu'il n'y a pas de nom pour ça, mais un troisième territoire. Et que ce territoire, il va me falloir des années pour le décrire. La frontière, ce troisième territoire, ce sont ces dizaines de milliers d'ouvrières, ce sont ces migrants, c'est évidemment cette ligne qui va d'un océan à l'autre, mais au fond, on la trouve dans plein d'autres endroits. Il y a une frontière, effectivement, comme le disait Ahora, matérielle, mais aussi immatérielle. Par exemple, on trouve à la frontière sud du Mexique, avec les Centra-Américains qui traversent la frontière sud du Mexique, une partie de ce troisième territoire. Pour moi, la frontière avec les États-Unis commence au sud du Mexique, par exemple. Par exemple, également, les Mixtèques et les Zapotèques qui sont venus vivre en masse à Tijuana, dans la colonia obrera, ou qui travaillent dans les champs de tomates dans la région de San Quintín, en Baja California, à récolter les tomates qui partent aux États-Unis et qui travaillent dans des conditions d'exploitation terribles, font partie de ce troisième territoire. Les peuples premiers qui vivent sur la frontière, et que la création de cette frontière a séparé en deux, d'un côté mexicain, de l'autre côté états-unien, font partie de ce troisième territoire. Les peuples originaires du sud du Mexique qui émigrent aux États-Unis, les Mixtèques et les Zapotèques, qui constituent aujourd'hui le second groupe autochtone des États-Unis, après les Indiens Navajos en population, le second groupe autochtone des États-Unis, après les Navajos, est un groupe autochtone originaire du Mexique. Les Zapotèques et les Mixtèques font partie de ce territoire. Et finalement, ce territoire immatériel est devenu un territoire gigantesque. Il y a une littérature, il y a une langue, il y a de la poésie. Et donc, j'ai pris contact avec des organisations d'ouvrières, des organisations de migrants, des organisations de travailleurs sexuels, le Collège de la Frontière Nord. Et j'ai commencé à travailler sur cette frontière en 1996. Je l'ai documentée pendant 5 ans, jusqu'en 2001. Et j'ai continué ensuite à me rendre régulièrement au Mexique. Aujourd'hui, la majorité des migrants qui essaient de passer cette frontière par les déserts, par les montagnes, au péril de leur vie, n'est plus seulement mexicaine, mais elle est, on l'a dit, centra-américaine. Elle est victime du racisme mexicain aussi, mais elle est également soutenue par des solidarités. Et quand, par exemple, j'aide un ami écrivain à Mexico, Paco Ignacio Taibodos,
à récolter des sacs à dos pour les migrants centra-américains qui traversent le pays et qui vont partir aux États-Unis, ce qui était le cas encore en octobre dernier, j'ai toujours l'impression, et ça n'est pas qu'une impression, d'être dans ce troisième territoire qui s'appelle la frontière et qui dépasse de très loin cette ligne de 3300 km de long et qui s'étend très au nord et qui s'étend très au sud. Et j'ai beaucoup aimé la phrase de Mike quand il dit « je suis la frontière ». Au contraire de Mike, je ne suis pas à la frontière. Mais si je devais définir ma relation à la frontière, je reprendrais ce que m'a dit l'un des tout premiers jours où j'étais au pied de ce mur, un migrant qui attendait de passer et à qui je demandais s'il allait essayer de traverser à la faveur de la nuit tombée, si lui aussi allait passer la frontière, allait traverser la frontière. Et alors il éclate de rire et il me dit « non, t'as pas compris, c'est pas moi qui traverse la frontière, c'est la frontière qui me traverse ». Et je pense que, encore jusqu'à aujourd'hui, un peu de cette frontière me traverse. Merci Patrick. Du coup, peut-être pour compléter donc, ce qui a été dit dans un premier temps, je voulais peut-être qu'on le revienne un petit peu sur cette construction de la frontière. Comment se construit la frontière au quotidien et surtout quelles sont les représentations et les formes de résistance qui émergent de cette frontière dans la vie quotidienne. Ouais. As we think about how we respond to this administration, Quand je pense à comment je vais répondre à cette administration, we need to be very careful. il faut faire très attention. We need to be very careful that we do not respond to hate with hate. Il faut faire très attention de ne pas répondre à la haine par la haine. Now, this is not just for me. This question is for you. Et ça ne me concerne pas seulement moi. Cette question, elle est pour vous. What's happening to us is now at your door. Ce qui nous arrive, vous arrive aujourd'hui. So how do we respond to neo-fascist hate? Alors comment nous pouvons répondre à la haine néofasciste? Because if we respond with hate to hate, Parce que si on répond avec de la haine à la haine, then we drink from the same cup of hate. alors on boit dans la même tasse de haine. And we become poisoned with hate ourselves. Et on s'empoisonne nous-mêmes avec la haine. So I'm asking you the same question. Alors je vous pose la même question. Because you need to start preparing yourselves and learn from our mistakes. Parce qu'il faut que vous commenciez à vous préparer et à apprendre de nos propres erreurs. Because as Dr. Martin Luther King taught us, Comme Martin Luther King nous a enseigné, you cannot defeat darkness with darkness. on ne peut pas battre l'obscurité avec l'obscurité. You defeat darkness with light. On réussit contre l'obscurité avec la lumière. You cannot defeat hate with hate. On ne peut pas se battre contre la haine avec la haine. You defeat hate with love.
on réussit contre la haine avec l'amour. And that's the temptation. Et ça, c'est la tentation. It's easy to respond in a hateful manner. C'est facile de répondre d'une manière haineuse When they are in our face, when they are spitting in our face, quand ils nous crachent au visage. and how do we answer? I don't know. Et comment répondre? Je ne sais pas. But for my part, Mais à mon avis, I will not drink from the cup of hate. en tout cas, moi, je ne boirai pas à cette tasse de la haine. Tratando de conectar algunas ideas con lo que Mike ha dicho. Alors je vais essayer de relier mes idées à celles que Mike vient d'évoquer. En el contexto extremo de hoy en día, Dans le contexte extrême de nos jours-ci, en ce moment même, en donde el daño que ha hecho el discurso de un presidente sobre el odio a los otros, a los diferentes, avec tout le mal qu'a fait le discours d'un président qui propage un discours de haine contre les autres, es más difícil de derrumbar que un muro, por más grande que sea. ce discours est beaucoup plus difficile à détruire qu'un mur, quel qu'il soit. En ese sentido, me parece que, volviendo al tema de la mesa, que es las representaciones sociales, Et en ce sens, et pour revenir à la thématique de cette table ronde qui concerne les représentations, es importante pensar cómo se ha construido el imaginario social, la idea que cada uno de los que estamos aquí tenemos sobre la frontera México-Estados Unidos. c'est important de voir comment est-ce qu'on se représente, comment est-ce qu'on imagine les représentations de la frontière entre les États-Unis et le Mexique. Me hubiera gustado hacer este ejercicio antes de que hubiéramos dado más información, Et j'aurais aimé d'ailleurs qu'on procède à cet exercice avant de commencer à cette discussion. pero les pido que los que nos están escuchando cierren los ojos Mais je vais demander à ce que les personnes de l'assistance qui nous écoutent maintenant, en ce moment même, ferment les yeux y piensen en lo primero que viene a su mente. et pensent à la première chose qui leur vient à l'esprit. Por favor, cierren los ojos. S'il vous plaît, fermez les yeux. J'en vois là qui n'ont pas les yeux fermés. La frontera México-Estados Unidos. Pensez à la frontière entre les États-Unis et le Mexique. Ahora, Irapuato. Irapuato. Di cualquier lo mismo. Maintenant, vous y pensez, c'est bon? Ya pueden abrir los ojos. Maintenant, vous pouvez ouvrir les yeux. El ejercicio es que si yo digo Irapuato, nada viene a su mente, porque Alors, no quand- conocen nada. Alors quand je dis le mot que j'ai dit qui en fait ne vous évoque rien, en fait rien ne vient en tête. Es una ciudad de México. En fait c'est une En ville México. du Mexique, au Mexique. Pero cuando decimos la frontera México-Estados Unidos, Mais quand on parle en fait de la frontière entre les États-Unis et le Mexique, seguramente les viene un bombardeo de imágenes c'est sûr qu'il y a comme un bombardement d'images qui vous vient en tête. y muy probablemente ese bombardeo de imágenes tiene que ver con lo que han visto en el cine, la televisión, los periódicos. Et certainement ce bombardement d'images qui vous viennent en tête vient en fait de ce que vous avez vu à la télévision, dans les films, etc. Hay mucho poder en la construcción de la imagen y del imaginario social. Il y a énormément de pouvoir dans les représentations et dans les représentations sociales. Uno de mis trabajos de investigación ha sido analizar películas de ficción Donc, dans un de mes travaux de recherche, j'ai analysé des films de fiction, estoy hablando de cientos de películas de ficción c'est-à-dire des centaines de films de fiction. hechas en Hollywood, Alors, aussi bien faites à Hollywood en el cine mexicano comercial, que dans le cinéma mexicain commercial, el cine mexicano independiente, aussi dans le cinéma mexicain indépendant,
el cine chicano como cine de los mexicoamericanos, Aussi dans le cinéma chicano, c'est-à-dire le cinéma des personnes d'origine mexicaine Que es implantées aux États-Unis, altamente político, qui sont très très politiques, y compararlo con lo que han dicho los propios fronterizos sobre su realidad en imágenes. et ensuite j'ai comparé tout cela avec ce que les personnes justement transfrontières me parlaient, me disaient sur la frontière entre le Mexique et les États-Unis. El balance o el desbalance es brutal. L'équilibre, ou plutôt le déséquilibre, est complètement brutal. Las autorrepresentaciones de la frontera significan el 0.001% de toda esa imagen. Donc les auto-représentations de la frontière représentent en fait moins de 0,1% de toutes ces représentations. Ahí hay un problema. Et là, il y a vraiment un problème. Es importante que la gente de la frontera tenga acceso a construir narrativas visuales que hablen desde su perspectiva. C'est important que les personnes justement à la frontière puissent avoir accès à leur propre représentation. Y no es que crea que solo los que vivimos en la región podemos construir narraciones sobre la frontera, Et ça ne veut pas dire que seulement les personnes qui habitent à la frontière ou qui la traversent sont les seules en fait à construire un récit sur ce thème. pero sí es importante que que las narrativas visuales o no visuales sobre esta región o cualquiera del mundo Mais c'est très important, c'est capital que les représentations visuelles ou non visuelles sur la frontière, mais aussi sur d'autres régions finalement, se hagan con respeto a la dignidad de la gente que se está representando, se fassent avec un respect pour la dignité des personnes qui y sont représentées. se hagan siempre dando un contexto de dónde y cómo suceden esas cosas, Il faut absolument toujours donner le contexte dans lequel se sont faites et générées ces images, y que se presente a esos sujetos representados como sujetos y no como objetos. il faut toujours présenter les personnes qui apparaissent comme des sujets et non pas comme des objets de représentation. Y les voy a dar un ejemplo. Et je vais vous donner un exemple. Podemos ver algunas, suele atraer la atención lo más, el sufrimiento atrae. Alors, par exemple, sur le thème de la souffrance, Se puede exotizar sobre la pobreza, on peut exotiser la pauvreté, los retos humanos, tous les défis auxquels l'humanité doit faire face. pero hay que presentar la posibilidad de redimirse. Mais il faut toujours proposer la possibilité d'une rédemption, d'un moyen de s'en sortir. Las narrativas de la frontera suelen agruparse en grandes 4 temas. Les récits sur la frontière, en général, se concentrent sur 4 grands thèmes. Migración, La migration, indocumentada, la migration avec les papiers, las actividades ilícitas de cualquier tipo, les activités illicites de n'importe quel type, los melodramas de identitarios les mélodrames identitaires, y en algún sentido todo el western que presenta a la frontera o el lado mexicano de la frontera como el lugar que se huye de la justicia. et dans un certain sens aussi tout le côté un peu western qui présente la frontière comme un moyen d'échapper à la justice. Hemos visto en miles de películas Donc ça, tout ça, on l'a vu dans des milliers de films. vidas de prostitutas, migrantes, narcotraficantes, Les vies des prostituées, des narcotrafiquants. pero pocas veces, por ejemplo, en las películas sobre prostitutas se habla que las prostitutas de Tijuana están sindicalizadas. Et par exemple, on parle très peu dans les films sur les prostituées de Tijuana, on parle très peu du fait qu'en fait, elles sont syndiquées. Uno de los sindicatos más fuertes, bien organizados, tienen servicios de salud regularmente, C'est l'un des syndicats les mieux organisés. Et donc, par exemple, elles sont organisées au niveau de l'accès à la santé. pocas veces vemos su trabajo fuera del burdel On voit très peu leur travail en dehors du bordel. y
vemos sus dinámicas cotidianas como cualquier trabajo alimentando a sus hijos. Et tout ce qu'on voit, en fait, c'est la dynamique de leur travail comme un moyen de subsister et d'alimenter aussi, de nourrir leur famille. Para dar oportunidad de discutir, en realidad lo que quiero poner en la mesa es la importancia que a veces puede ser como sutil. Et pour moi, ce qui est important pour nourrir ce débat aujourd'hui, c'est de parler justement de ces modes de représentation et de la forme subtile. De representar la realidad dura de mucha gente. La forme de représentation subtile, donc, de toutes ces modes de vie et toutes ces expériences vécues très, très difficiles. Pero capturando su humanidad. Mais en capturant son humanité. Y eso es la posibilidad de cambiar. Et ça nous donne la possibilité de changer. La posibilidad de tener cierto control sobre su vida. La possibilité aussi d'avoir un certain contrôle sur notre propre vie. No somos solo víctimas. Nous ne sommes pas seulement des victimes. Y es importante recordarlo cuando estamos viendo estas imágenes. Et c'est toujours important de s'en rappeler quand on voit ces images. Aurora. Yo creo que todos los días estamos resistiendo. Je pense qu'on résiste tous les jours. Resistiendo a la pobreza, al hambre, a la xenofobia, al chauvismo, a la... En train de résister à la pauvreté, xenofobia, à la xénophobie, a la antipatía de otras personas. ouais, au manque d'empathie, à l'antipathie envers les autres. Y en Puebla me doy cuenta que los chicos ya estamos cansados de eso. Je me rends compte à Puebla que la jeunesse, elle en a marre de tout ça déjà. Hay personas que llevan 50 años haciéndolo, que llevan 60 años haciéndolo, pero nos damos cuenta que no cambiamos, que el gobierno que no hay un cambio que nos guste, que no hay un gran cambio. Il y a des gens qui, ça fait 50 ans, 60 ans qu'ils ont cette attitude, mais il n'y a pas un vrai changement, il n'y a pas une situation qui nous satisfait. Y ahora yo, platicado con mis compañeros, pues les digo, ajá, y de que es que ya no hay lados políticos, ahora el pensamiento joven es, bueno, están los de arriba, los ricos, los que siempre han tenido, los que cada día se vuelven más ricos, y estamos los de abajo, que somos todos, que somos el 98% de la población. Ok, il n'y a plus vraiment d'opinions politiques, on n'est pas divisé par rapport à ça, mais plutôt il y a une classe, les riches qui ont le pouvoir et les autres, on est 98%. Y hasta las mismas piedras nos pisan y tenemos este pensamiento. Et on est écrasé même par les cailloux, et donc on a ça dans la tête, on se sent abusé. Y bueno, puede ser que yo no vivo en Sonora y en todos estos lugares muy fronterizos, pero tengo ojos, tengo oídos y sé lo que está pasando en mi país. C'est vrai que j'habite pas dans ces parties du pays, au Sonora, dans le nord, au désert, mais j'ai des yeux, j'ai des oreilles, je sais ce qui se passe dans mon pays. Y vivimos en una época bastante dura, bastante violenta, tenemos muchísimas cosas buenas. México es increíble, es un país maravilloso, nadie que pisa México quiere salirse de ahí, pero desafortunadamente tenemos malos gobernantes, tenemos malas personas y son de ellas de quienes debemos cuidarnos. C'est vrai qu'on vit des moments très difficiles. Le Mexique, c'est un pays merveilleux. Il y a des choses vraiment très positives. Mais le problème, c'est qu'il y a une mauvaise gouvernance. Et c'est là où ça se trouve le problème.
principal. Yo viví un momento en Alemania, un año y medio, cuando era muy pequeñita. J'ai vécu en Allemagne pendant 1 an et demi quand j'étais très jeune. Y aunque no fuera consciente de lo que es ser un indocumentado en otro país, Et même si je n'étais pas vraiment consciente de ce que c'est d'être un sans-papier dans un autre pays, yo me sentía totalmente ajena a la cultura, a la lengua, a la comida, a je me muchas cosas. sentais vraiment étrangère par rapport à la culture, à la nourriture, à la langue. Y creo que eso hizo, porque mis compañeras de clase eran turcas, eran árabes, eran chinas y algunos africanos. Et bon, mes compagnons à l'école, ils venaient de la Turquie, ils étaient arabes, de partout dans le monde. Et ça fait... Yo estoy casi segura que todos los niños de esa clase tenemos esta como como cariño hacia una persona que posiblemente no comparte con nosotros la lengua ni el color ni nada de eso, pero en el fondo somos seres humanos. Et je suis sûre que chacun de nous, dans cette situation, on a développé cette sorte d'empathie qui fait qu'on se reconnaît comme des êtres humains, on se rencontre, on retrouve l'autre. Y bueno, yo noto la resistencia porque en mi casa, en el negocio familiar, han pasado varios mexicanos que intentaron pasar al otro lado muchas veces. Oui, on avait une société familiale où ils ont passé plusieurs personnes mexicaines qui ont travaillé là pendant plusieurs années. Y yo noto que la única resistencia que tienen al final es la esperanza y el amor. Et je trouve que leur façon de résister, c'est l'espoir et c'est l'amour. Y hablando con ellos, pues me cuentan que ya ni siquiera les importa el recorrido, solo es como salvar a sus familias. Et je me rends compte quand je parle avec eux ils sont pas préoccupés déjà par le parcours, par comment arriver, mais surtout sauver leur famille. Y bueno, hace rato comentaban sí, hacemos resistencia audiovisual, hacemos resistencia literaria, y creo que esa es la ventana para explorar un nuevo camino, y tienes toda la razón, hay que hacerla conscientemente. Et cette résistance littéraire par les cinémas, c'est une sorte de fenêtre pour arriver aux autres. Y del muro pues solo me queda decir que tal vez si colocamos espejos en él, empezaríamos a soñar con nosotros mismos. Et sur ce mur, je peux dire que peut-être si on plaçait des miroirs et qu'on se regardait nous-mêmes, on pourrait déjà rêver avec nous-mêmes. Comme tout le monde, j'ai été bombardé littéralement d'images mentales sur la frontière entre les États-Unis et le Mexique avant de m'y rendre. Et comme tout le monde, j'avais développé un imaginaire sur cette frontière. Quand j'y suis arrivé, bien peu de ce que je voyais dans la réalité quotidienne ressemblait aux images mentales que j'avais créées avec tout ce qui avait nourri mon imagination sur cette frontière. Je n'avais pas imaginé, et pourtant je voyais, et pourtant je photographiais, et pourtant je documentais des syndicats de travailleurs sexuels qui allaient dans des réunions avec des ouvrières des maquiladoras, des usines délocalisées, pour exprimer leur solidarité, pour faire de l'éducation sexuelle, du travail de prévention contre le harcèlement sexuel. Je n'avais pas imaginé la façon dont les ouvriers, dont les ouvrières résistaient. J'étais témoin
d'une vague de violence contre les femmes où des centaines de femmes étaient assassinées à Ciudad Juárez, cette ville du nord du Mexique. Mais je n'avais pas imaginé toutes ces organisations de femmes, toutes ces familles de victimes qui se battaient pour obtenir justice, qui se révoltaient, qui risquaient parfois leur propre vie. Et cette réalité ne ressemblait en rien à ce que j'avais imaginé. Cette réalité que j'avais sous les yeux, c'était des êtres humains qui voulaient participer aux métamorphoses, au bouleversement de ce monde, des êtres humains pensants et agissants. De la même façon, lorsque plus tard j'allais dans le sud du Mexique ou même au Guatemala, et lorsque j'arrivais dans des villages où il n'y avait plus d'hommes parce que les hommes étaient partis, je n'avais pas imaginé ces villages avec seulement des femmes, des enfants et des vieillards, où quelques hommes étaient restés, et je n'avais pas imaginé ces familles dont les hommes étaient restés et que le village regardait comme incapables parce que ces hommes-là n'étaient pas partis parce qu'ils étaient restés et que leurs enfants n'avaient pas de baskets alors que les autres enfants du village, parce que les hommes étaient partis, avaient des baskets. Et j'ai réalisé à ce moment-là combien la réalité était complexe. Et ça, que je documentais, finalement intéressait bien peu les magazines, les journaux, les médias. Et c'est pour ça, et c'est comme ça, que cette frontière a fait de moi également, pas seulement un photographe, mais un écrivain aussi. Parce que la fiction me permettait, en créant des personnages d'encre, en créant des personnages de papier, de reconstruire cette empathie, de reconstruire la réalité de cette humanité par le biais de la fiction. Je crois que la littérature avec le réel peut beaucoup, et c'est le rapport que j'entretiens dans mon imaginaire avec la frontière aujourd'hui, celui d'avoir essayé de restituer ce que je voyais en réalité de cette humanité à travers pas seulement le documentaire mais aussi la fiction, par la force des mots, et au-delà des clichés, des stéréotypes. Merci donc pour ces belles précisions sur les questions des imaginaires et des résistances à la frontière. Maintenant, je pense qu'on va pouvoir donner un peu de temps au public pour des questions. Il y a un micro qui va circuler. Voilà, le micro arrive, il voit qu'il y a des questions déjà. Ça marche? Oui. Bon, moi, depuis mon enfance à Puebla, il y a une soixantaine d'années, j'étais très préoccupé par les Indiens, d'une part, et d'autre part par l'Amérique latine. Par la suite, d'ailleurs, dans mes cours puisque je suis devenu prof de géo, j'ai appelé ça l'Amérique latine, l'Amérique latino-indienne. Bon, c'est une première chose. Bon, après, j'étais très content de faire partie de deux associations qui, malheureusement, n'ont pas duré. La ICIA, ici, à Tréguin, près de Concarneau, association d'information et de soutien aux Indiens d'Amérique. Et Palabra, à Brest, présence de l'Amérique latine à Brest et ailleurs. Et donc, lorsque j'étais accompagné, recevoir Mike et Suzanne à Quimper, là j'étais très content, on s'est senti en osmose tout de suite. Et donc, en ce qui concerne Mike... hein, on n'entend pas très bien. Ouais. Ah bon? Il faut parler plus proche du micro. Plus proche du micro, d'accord. Ouais. Bon, en ce qui concerne Mike... je voudrais revenir sur quelque chose qu'il a dit à propos de la haine, parce que ça me rappelle une brochure que j'avais de comité des intellectuels antifascistes quand il y avait des rumeurs de guerre en Espagne, où il y avait une citation du poète allemand Henri Heine qui disait « Si la haine succède à la haine, quand s'arrêtera la haine ?» Bon, autre chose, en ce qui concerne l'intervention de Norma, là, elle a parlé des maquiladoras. Et il y a une chose qui s'est produite tout le temps, ça c'est le cas pour les Indiens, pour les Anglais par rapport à l'Inde ou les Français par rapport à l'Afrique du Nord. Il y a eu une inversion du travail. Dans un premier temps, les maquiladoras, elles étaient aux États-Unis. On faisait venir
des Mexicains ou des gens d'Amérique latine aux États-Unis. Ensuite, ils ont trouvé plus rentable d'inverser, comme les Anglais l'ont fait, comme les Français l'ont fait, parce qu'ils trouvaient des conditions encore plus favorables d'exploitation dans les pays avec la complexité des gouvernements du coin. Bon, et dernière chose, pour conclure, à ce qui concerne Aura, j'ai vu débarquer au bureau de Françoise et elle a dit qu'elle avait froid, et je pense que la noce qu'elle a trouvée à Dornenay a dû la réchauffer malgré la fraîcheur nocturne qui arrive. Je sais pas si quelqu'un veut commenter. Ouais. Si. Nada más una aclaración. Je vais juste clarifier quelque chose. Las maquiladoras no sustituyeron el trabajo de la migración. Mayoritariamente, las maquiladoras son las plantas de ensamblaje. Sí, claro. Y después que el perfil del trabajador en las maquiladoras es diferente del migrante. Donc le profil des maquiladoras, donc des grandes usines, etc., les personnes qui travaillent dans ces usines, le profil est totalement différent du profil des personnes migrantes. El programa de industrialización fronteriza, a partir del cual surgen las maquiladoras. Donc le programme en fait le programme à la frontière qui a produit le développement de ces usines. Se creó en 1965. C'est créé en 75. Y se utiliza como argumento para formarlo. Et on l'utilise comme argument en fait. Que se acababa el programa Bracero de intercambio de trabajadores migrantes en el 64. Donc on a utilisé ça comme justification en disant que le programme antérieur de 64 par rapport à l'industrie avait été terminé. Pero esos que regresaban en el 64 eran hombres de trabajo principalmente agrícola. Mais les personnes qui sont revenues en 64, en fait, étaient des personnes surtout qui travaillaient dans le milieu agricole. Y el programa de maquiladora contrató en un inicio 100% mujeres jóvenes. Et donc le programme de maquiladoras, en fait, à la base, a employé presque 100% de femmes dans les usines. Que era su primera experiencia laboral de su vida. Donc c'était la première expérience professionnelle dans leur vie. Lo que tiene razón del comentario es que para encontrar mano de obra barata. Après, par rapport à votre commentaire, ce qui est vrai dans votre commentaire, c'est qu'effectivement, pour trouver une main-d'œuvre peu chère, dos estrategias. O los migrantes llegan a donde está el trabajo, que generalmente es el agrícola, en servicios que no se pueden transferir. Donc, tout d'abord, il y a la première stratégie, c'est-à-dire que de faire arriver les personnes migrantes sur place, notamment dans les travaux agricoles. O se transfieren las plantas, si es posible, transferir una parte del proceso productivo o de todo el proceso productivo, en donde la mano de obra es, como en México, 10 veces más barata. La deuxième stratégie, c'est en fait de déplacer les usines, de les implanter là où la main-d'œuvre est vraiment très peu chère, comme c'est le cas du Mexique, où en fait la main-d'œuvre coûte 10 fois moins cher qu'ailleurs. Let me share with you something. This is a reality that's happening, is happening, and will only get worse. Je voudrais partager quelque chose avec vous. C'est une réalité qui est en train de se passer et qui va seulement aller vers le pire. Every day, migrants are arrested, and they have to go through a federal court in Tucson. Tous les jours, des migrants sont arrêtés et ils doivent aller à une cour fédérale à Tucson. They are presented in chains, their hands are chained, their waist is chained,
and their feet are changed. Ils sont amenés dans le tribunal avec des chaînes, leurs mains sont enchaînées, ils ont des chaînes à la taille aussi, et leurs pieds sont enchaînés. And this is the American judicial system. Et ça, c'est le système judiciaire américain. Probably no better or no worse than yours. Probablement pas pire et pas meilleur que le vôtre. The judge must decide, and most of these migrants from Central America, they're sent to prison for months or for years. Le juge doit décider, et la plupart de ces migrants qui sont d'Amérique centrale sont envoyés en prison pour des mois ou pour des années. And volunteers from the social justice community go to these public hearings, sentencings. Et des bénévoles, des volontaires de la communauté de justice sociale vont à ces auditions. And sometimes the federal judge would talk to the volunteers afterwards. Et parfois, il arrive que le juge fédéral parle à ces volontaires après l'audience. And one of the judges told the volunteers who go as eyewitnesses, Et l'un des juges a dit à un volontaire d'aller faire témoin visuel. the American judge said, "This is how Auschwitz began." Et le juge a dit, c'est comme ça qu'Auschwitz a commencé. Let me say it again. This is how Auschwitz began. Je vais le dire encore une fois, c'est comme ça qu'Auschwitz a commencé. Because the nation state needs enemies and will create enemies where there are no enemies. Parce que l'État-nation a besoin d'ennemis et créera des ennemis là où il n'y en a pas. The nation state needs enemies to justify its existence. L'État-nation a besoin d'ennemis pour justifier son existence. So this is what we're dealing with, even more so now under this administration. Alors c'est à ça qu'on doit faire face, et encore plus maintenant sous ce gouvernement états-unien. This is the path of injustice that we are on. C'est le chemin de l'injustice sur lequel nous sommes déjà. And it's not just us across the big water. Et ça n'est pas juste nous de l'autre côté de l'Atlantique. You have the same dilemma, do you not? Vous avez le même dilemme ici, le même dilemme. Let me take a moment and sort of change the discussion. Je vais prendre un moment pour changer un peu la discussion. Because I want to put a face on immigration. Parce que je veux mettre un visage sur l'immigration. If we now do not put a face on immigration, we don't understand immigration. Si on ne met pas un visage sur l'immigration, alors on ne comprend pas l'immigration. Immigration for you and I becomes an intellectual luxury. L'immigration pour vous et pour moi, ça devient un luxe intellectuel. And we don't understand, nor do we share suffering. Et on ne comprend pas et on ne partage pas la souffrance. I met a Mexican citizen in the desert in my land. J'ai rencontré un citoyen mexicain dans le désert sur mon territoire. He was trying to walk to Phoenix to look for work. Il allait à pied, il essayait d'aller à pied jusqu'à Phoenix pour trouver du travail. He had no food. He had no water. He didn't know which direction to go. Il n'avait pas à manger, il n'avait pas à boire et il ne savait pas dans quelle direction aller. I gave him food and I gave him water and I gave him counsel, advice. Je lui ai donné à manger, je lui ai donné à boire et je lui ai donné des conseils. Because he told me, my brother,
I'm going north to look for work because my wife in Veracruz, my wife needs surgery and my children need food. Il m'a dit, mon frère, je vais au nord pour chercher du travail parce que ma femme à Veracruz a besoin d'une opération et parce que mes enfants ont besoin de manger. And I told him, my brother, I cannot give you enough water. I cannot give you enough food for you to survive 6 hours in the desert. Et je lui ai dit, mon frère, je ne peux pas te donner assez d'eau, je ne peux pas te donner assez à manger pour que tu survives 6 heures dans ce désert. I said, my advice to you is turn around and turn yourself into the border patrol. Do not be afraid. Mon conseil, c'est fais demi-tour et va te rendre à la patrouille de la frontière. N'aie pas peur. And he said, yes. He said, you're right. Because if I go and if I die, I know that I will die trying to find work. Il a dit, d'accord, tu as raison. Parce que si j'y vais et que je meurs, je saurai que je serai mort en cherchant du travail. Because which is worse? To die in the desert trying to get to Phoenix, or to go back to Veracruz and watch my children starve to death in front of me. Parce que qu'est-ce qui est pire? Aller à travers le désert et mourir en direction de Phoenix, ou retourner à la maison et voir mes enfants mourir de faim? And this is the face of immigration. This is the face of global innovation. And when you look the migrant in the eye, you must see yourself in their eyes. You must see your reflection in their eyes, because they are you and you are they. Et ça, c'est le visage de l'immigration mondiale. Et quand vous regardez un migrant dans les yeux, vous devez vous voir, parce que vous êtes eux et ils sont vous. In this family of man that we call ourselves, we are all equal. We are all brothers and sisters. Nothing can divide us. Dans cette famille qu'on appelle nous, on est tous des frères et sœurs et rien ne peut nous diviser. And I say this as an American because America, the United States of America, is a immigrant nation. Et je dis ça en tant qu'Américain, en tant qu'États-Unien, parce que les États-Unis d'Amérique sont un pays d'immigration. Many times people ask me, Mike, why are you helping the migrant? They're not even American citizens. Souvent, on me demande, Mike, pourquoi est-ce que tu aides les migrants? Ce sont même pas des citoyens des États-Unis. Because I tell them, tomorrow morning in your bathroom, after you take a shower, look at yourself in the mirror. Et je leur dis, demain matin, dans la salle de bain, après ta douche, regarde-toi dans le miroir. When you wipe the fog off the mirror, quand tu enlèves la buée du miroir, put down your toothbrush and say, pose ta brosse à dents et dis, because you're speaking to your ancestors, many from Europe. Parce que tu parles à tes ancêtres, dont beaucoup viennent d'Europe. And call upon your ancestors and you say, appelle tes ancêtres et dis, ancient grandmother, grand-mère, mon ancêtre, reveal to me, because I need to know who I am. Révèle-toi à moi parce que j'ai besoin de savoir qui je suis. And speak to me in my mother tongue. Et parle-moi dans ma langue maternelle.
My ear may not understand, but my heart will. Peut-être que mon oreille ne comprendra pas, mais mon cœur, lui, comprendra. Because, ancient mother, I am the seed of your womb. Parce que, ancêtre, grand-mère, je viens de ton ventre. Ancient grandfather, reveal yourself to me and speak to me in my ancient tongue. Ancêtre, grand-père, mon ancêtre, révèle-toi à moi et parle-moi dans ma langue, dans ma langue d'origine. Because my ear will not understand, but my heart will. Parce que mon oreille ne comprendra peut-être pas, mais mon cœur, oui. And people ask me, and I also say, show me hands. Show me hands. Everybody in the audience, show me hands of your ancestors that came from. Et je leur dis aussi, montrez-moi vos mains. Tous les gens dans le public, montrez-moi vos mains de vos ancêtres qui viennent de... Your ancestors that came from Italy, Scotland, Russia. Vos ancêtres qui viennent d'Italie, d'Écosse, de Russie. Hungary, Yugoslavia, Egypt. D'Hongrie, de Yougoslavie, d'Égypte. France, Belgium, England. De France, de Belgique, d'Angleterre. And how many of your grandmothers came across on the boat did not speak a word of English? Et combien de vos grands-mères qui ont traversé par bateau ne parlaient pas un mot d'anglais? We, immigrant nation, cannot turn our backs on immigrants. Illegal and illegal. Nous, une nation d'immigrants, nous ne pouvons pas tourner le dos à d'autres immigrants, légaux et illégaux. We stand on the shoulders of immigration. On s'est construit sur les épaules de l'immigration. We stand tall on the humble shoulders of immigrants who came poverty-stricken but with dignity. On s'est construit sur les épaules humbles de migrants qui sont venus pauvres, mais avec dignité. Unskilled, but with hope. Sans savoir-faire, mais avec de l'espoir. Not so much hope for themselves, Pas seulement de l'espoir pour eux-mêmes, but hope for their children and their grandchildren and their grandchildren and their grandchildren. mais de l'espoir pour leurs enfants et leurs petits-enfants et leurs petits-enfants et leurs petits-enfants. And this is who we are. Et ça, c'est qui nous sommes. Voilà, je crois qu'il y avait une autre question dans le public. Oui, j'ai deux questions. La première, dans l'introduction, il a été rappelé la promesse électorale de Trump de construire le mur, la frontière avec le Mexique, en disant que ça allait coûter au moins 10 000. Il avait annoncé 10 milliards, que c'était sans doute plus. Mais il y avait un deuxième aspect dans cette promesse électorale, c'est que c'était le Mexique qui allait payer la facture et pas les électeurs et pas les citoyens américains. Alors, Trump a dit beaucoup de choses et fait quelquefois l'inverse. Est-ce que quelqu'un sait où ça en est, si cette question absurde de faire payer le Mexique a été abandonnée ou pas? Et j'ai une deuxième question pour Mike. Je vais la lui poser en anglais, je me traduirai ensuite. You mentioned the cynical policy of the United States of cutting off water provision in the desert against your projects. But
what I understood is that also the government of your tribe disagreed, and I didn't understand why. Can you explain us? Il nous a dit que le gouvernement fédéral américain voulait bloquer ces projets de fourniture d'eau, d'irrigation, ce que je peux comprendre, mais le gouvernement de sa tribu est-il d'accord sur ce point avec le gouvernement américain? Et je lui demande pourquoi. Maybe la primera question, primera. Ouais. Sobre la... Sí. Trump ha dicho tantas cosas. Bah, Trump, il a dit plein de choses, hein. Cada vez se prueba más que hay un problema de articulación intelectual. Bon, on se rend compte de plus en plus qu'il a vraiment un petit problème mental, hein. Hacer un muro donde ya hay 3 Commencer à faire un autre mur alors qu'il y en a déjà 3. es más poderoso el discurso sobre la promesa de hacer el muro que el muro mismo. C'est en fait le discours sur cette promesse qui est plus fort que vraiment l'idée concrète de faire un mur. Yo suelo decir que en español al muro también le llamamos el cerco. El cerco como defense. Donc nous en fait en espagnol on appelle aussi le mur, on l'appelle aussi le grillage, la grille. Y en inglés se puede hacer un juego de palabras. Para los Estados Unidos, el fence o el wall o la pared significa para muchos, no defensa. Ellos están convencidos que el muro los va a proteger de algo. Donc c'est parti pour une traduction de jeu de mots. Alors, donc en anglais en fait, il y a un jeu de mots avec fence qui veut dire grillage. Justement avec defense, donc la défense. Fence, defense. Para México, el fence is an offense. Donc pour le Mexique, c'est l'inverse, c'est-à-dire que le fence, c'est une offense, c'est-à-dire une offense. Y lo dije en otra ocasión, los muros son tan grandes como nuestros miedos, o se proponen ser tan grandes como el miedo que tengamos al otro. Finalement, les murs, ils sont aussi grands que nos peurs, ou en tout cas, ils essayent d'être aussi grands que nos peurs. Pero estadísticamente no hay manera de probar, porque no ha sido la principal función del muro parar el flujo migratorio. Mais statistiquement, on peut en fait pas du tout vérifier que ce mur a été utile en termes de flux migratoires pour empêcher ces flux migratoires. Lo que ha hecho es abaratar y hacer más vulnerable al migrante. En fait, tout ce que ce mur a fait, c'est de vulnérabiliser les personnes migrantes. Los expertos le llaman the migration of the fittest, the strongest. Donc, on parle de l'immigration, la survie des plus enclins à survivre, en fait. Entonces, el discurso le está sirviendo a Trump para vulnerizar, hacer más vulnerable a la mano de obra, para que él tenga ventaja del miedo que se siente. En fait, le discours de Trump, il sert vraiment, il est instrumental pour justement vulnérabiliser les personnes migrantes qui constituent une main-d'œuvre aussi. Independientemente de que se construya o no. Et peu importe si ce mur il va être construit ou pas finalement. Seguro México no lo vamos a pagar. Et c'est sûr que le Mexique ne va jamais accepter de construire ce mur. Sin embargo, tiene mecanismos que ilegales que podrían forzar a que parcialmente los mexicanos terminaran pagando por el muro. Après, c'est vrai qu'il y a des mécanismes que les États-Unis pourraient utiliser pour forcer quand même le Mexique et les Mexicains à payer ce mur de manière plus ou moins illégale. Él ha manejado dos posibles fórmulas. Una es cobrar un tax, un impuesto al envío de remesas, que es el dinero que mandan los mexicanos. Alors, par exemple, la première proposition de Trump, c'était de créer une taxe qui serait imposée sur les envois d'argent vers le Mexique. Y la otra vía es cobrar
el cruce fronterizo. et ensuite faire payer le passage de la frontière. Que no es menor esto, estamos hablando solo en el caso de Tijuana, se dan 250,000 cruces al día. Et ce n'est pas rien puisque ça représente seulement pour Tijuana 250 000 passages par jour. O sea, tendría maneras indirectas de cobrar esto, afectando la economía y la dinámica de la frontera que no comprende ni quiere entender. Et ça aurait un impact tel et qu'ils ne souhaitent même pas comprendre finalement sur toute l'économie de la frontière. Solo para terminar, todo su discurso y narrativa política está apoyado en mentiras que quieren creer. Et pour finir, tout son discours, soi-disant politique, en fait, est appuyé sur des mensonges qu'il espère créer. Y ha cambiado de una manera muy simple las víctimas y los victimarios. Et il a vraiment, d'une manière très simple, changé les victimes en soi-disant bourreaux. Y también ignorando lo que históricamente ha caracterizado la relación México-Estados Unidos, que es una fluidez cultural, social, medioambiental, económica. Et il a totalement bafoué tout ce qui est, en fait, depuis toujours, les relations historiques, culturelles, toute la fluidité linguistique également et économique entre les deux pays. Patrick, tu voulais rajouter? C'est aussi l'occasion de rappeler qu'il s'est trouvé dirigeant d'une grande entreprise française pour se porter volontaire pour la construction de ce mur, les entreprises Lafarge. Ne les oublions pas au passage. Et je voulais aussi vous conter une petite histoire que racontent les Mongols. Il y a eu entre les Mongols, ou plutôt les proto-Mongols et la Chine, un mur mondialement connu comme la Grande Muraille de Chine. Un jour, le président Mao Tse-tung fait un grand discours sur ce peuple extraordinaire que le peuple chinois, qui a construit ce mur, qui est le seul monument de main d'homme visible de l'espace. C'est pas vrai, mais qu'importe. Le lendemain, le président mongol fait un discours à son peuple en disant « Quel peuple merveilleux que le peuple mongol qui a fichu une telle trouille aux Chinois qu'ils aient eu besoin de construire un mur qu'on voit de l'espace. » C'est exactement le type de relation que les États-Unis entretiennent à travers ce mur avec le Mexique. Pour autant, le Mexique et les États-Unis ont une histoire commune, ont un passé commun, et parce qu'ils ont un passé commun, parce qu'ils ont un présent commun, qu'importe la hauteur de ce mur, ils ont un destin commun. Et de tout temps, l'humanité a construit des murs. Chaque mur a connu la même histoire. Le jour où on plante la première pierre pour construire un mur, commence l'histoire de sa future chute. Quiero agregar una cosa que es muy gráfica. Je veux ajouter un détail très graphique, très visuel. Trump cree que después de haber hecho un licuado, un smoothie. Alors Trump, en fait, il croit qu'après avoir fait un smoothie, vous voyez ce truc un peu liquide aux fruits, Alguien puede decir, regréseme mi huevo y mi banana. que quelqu'un en fait peut dire ah au fait rendez-moi mon œuf et ma banane. No se puede. C'est impossible. Es un proceso y probablemente muy costoso. C'est impossible et c'est un processus voilà, qui en plus coûterait beaucoup trop cher. Mike, tu voulais répondre? Yes, to answer your question. Yes, you heard me right. Je vais répondre à votre question. Oui, vous m'avez bien entendu. If I understand your question. Si j'ai compris votre question. My tribal governments are opposed to putting out water for migrants. They would rather human beings die than for me to give them water. Mon gouvernement tribal est opposé à l'idée de mettre de l'eau pour les migrants. Il préfère voir les migrants mourir que de leur donner de l'eau. We are as racist as anybody else on the planet.
nous sommes aussi racistes que quiconque sur cette planète. That may become as a shock to you for me to say that. Peut-être c'est un choc pour vous que je dise ça, Because most of the rest of the planet relates to American Indians in mystical and metaphysical and every other way, but in reality. parce que la plupart des gens sur la planète voient les Amérindiens de façon mystique et métaphorique et tout sauf la réalité. Because the perception has already been presented to you through the lens of Hollywood. Parce que cette perception vous a toujours été proposée par la terre d'Hollywood, Which is unrealistic. It's a fantasy, it's a lie. ce qui n'est pas réaliste, c'est un mensonge. We are no better, we are no worse than anybody else on the planet. On n'est pas mieux et pas pire que quiconque sur cette planète. When we do something good, praise us. Quand on fait quelque chose de bien, acclamez-nous. When we do something bad, such as allowing human beings to die, hold us morally accountable. Quand on fait quelque chose de mal, comme de laisser mourir des migrants, demandez-nous des comptes. The same as you would anybody else. Comme pour vous et comme pour tous les autres. Merci Mike. Je crois qu'il doit nous rester 5 minutes pour une question et pour les réponses. Il y avait une personne tout au fond du public. Bonsoir et merci pour tout ce que vous avez dit. Je voudrais surtout poser une question aux deux mexicaines. On a parlé de la résistance littéraire, audio. Et moi je voudrais bien savoir au Mexique s'il y a aussi, parce que le gouvernement de Peña Nieto n'est pas est aussi pire pour moi que Trump. Excusez-moi du peu. Donc, est-ce qu'au Mexique, il y a des mouvements aussi de solidarité, comme, par exemple, on entend beaucoup parler du Chiapas ici, ou d'autres résistances dans le pays et qui soutiennent cette alliance avec les États-Unis, une alliance économique de libre-échange qui ne peut aboutir que de l'oppression du plus puissant sur le plus faible. Sí, en México hay muchas, bueno, yo veo marchas en todos lados. Todos salimos a marchar, los maestros salen, los estudiantes salen, porque no nos conformamos con lo que vivimos. En effet, je vois des démonstrations de la part des étudiants, des professeurs, presque tous les jours, parce qu'on ne se contente pas avec ce qu'on est en train de vivre. Yo estuve en la resistencia, cuando era muy pequeña estuve con los zapatistas en la Sierra Negra de Chiapas. J'ai eu l'occasion d'être avec les zapatistes quand j'étais vraiment très jeune dans les montagnes de Chiapas. Y después estuve en las resistencias civiles pacíficas de Andrés Manuel López Obrador en 2012. Après, en 2012, j'étais dans les résistances pacifiques de... Ok. López Obrador, donc le candidat indépendant de gauche. Y recuerdo que nos quedamos, bueno, las personas se quedaron más de un mes en el Zócalo capitalino de la ciudad. Yo tenía clases, entonces solamente pude quedarme 2 semanas. Ok. Donc les personnes, ils sont restés plus d'un mois dans les...
En el Zócalo capitalino. Ouais, sur la grande place de la capitale. Y ahora surgió el movimiento Yo Soy 132, también todos los chicos salimos a la calle a defender. Il y a plusieurs mouvements dont la jeunesse participe activement. Entonces, yo veo esta lucha pacífica, pero lo que pasó apenas en México, eso del gasolinazo, que fue el mal gobierno de Peña Nieto, lo que obligó, bueno, no obligó, nos hizo sacar esta defensa que hace que el discurso de Donald Trump, que nos veamos reflejados en él, pero no somos así, porque... C'était à partir de cette mauvaise gouvernance de la part de Peña Nieto. Fue un gasolinazo, no, apenas en enero. Ok. Donc ça s'appelle gasolinazo. Subieron los precios de la gasolina. Oui, par rapport au prix. Todo se fue para arriba. C'est une perte des subventions, on a une diminution des aides d'État qui fait augmenter le prix de l'essence. Ah, de acuerdo. Bueno, y yo veía en Puebla cómo había personas con machetes, con machetes para cortar madera. Donc j'ai vu des personnes à Puebla avec des machettes, tijeras de polleros, porque hay muchos mercados todavía en Puebla. Avec des ciseaux, avec des outils. Defendiendo, porque los mexicanos ya estamos hartos, ya no tenemos dinero para comprar la comida, entonces estaban asaltando como estos locales transnacionales, pero que son pequeños. Les Mexicains, ils ont réagi pour défendre parce qu'ils n'ont plus à manger. Ils ont attaqué des petits commerces transnationaux. Pero todo el mal gobierno, eso es lo que está sacando de nosotros. Ça, c'est l'effet de la mauvaise gouvernance. Nuestro espíritu animal, nuestra protección, autoprotección. Ça nous crée la haine, ça nous fait réagir pour nous protéger nous-mêmes. Y todos los años es lo mismo, vamos de mal en peor, y cuando pensamos que no hay un más abajo, siempre hay un hoyito que nos lleva a lo profundo. Et chaque année, c'est de pire en pire, et quand on croit que c'est fini, qu'on a réussi quelque chose, on peut encore descendre plus bas. Habría que agregar que además del mal gobierno, faudrait ajouter qu'en plus de ce gouvernement mauvais, quizá una de las cosas más tristes de México es el deterioro moral. il faut aussi ajouter la détérioration morale aussi du Mexique. Ha habido unos niveles de corrupción y de crimen organizado muy sofisticado. Il y a en fait des niveaux de criminalité et de crimes organisés et de corruption qui sont vraiment très sophistiqués. Que ha mermado, que ha hecho daño en una gran parte de la población que se ha deshumanizado. Qui a fait beaucoup de mal à toute une frange de la population qui a été déshumanisée. En este escenario que es terriblemente complejo, porque estamos hablando de muchas fuerzas que lo que quieren es acabar con mucha gente. Et dans ce contexte très complexe, en fait, de personnes qui veulent vraiment mettre fin au jour, en fait, vraiment annihiler tout un groupe de personnes. Lo que no hemos perdido es como la esperanza. Ce qu'il nous reste, c'est l'espoir. Y de que el cambio no está en exigirle al gobierno, ni a Trump, ni a Peña Nieto. Et on croit encore au changement, et à un changement qu'on ne doit pas forcément demander ni à Trump ni à Peña Nieto. Sino están en la fuerza de la sociedad civil que nos los demuestran en los casos que hemos visto aquí como las patronas. Mais le changement peut venir de parties même de la société, de gens du peuple, comme on l'a vu avec les patronas, par exemple. Los estudiantes, los sindicatos, Les las étudiants. amas de casa. Les étudiants, les syndicats, les mères au foyer aussi qui réagissent. Y por eso hablaba de que lo que nos da fuerza es no perder la dignidad para seguir luchando.
Et ce qui nous reste et ce qu'on défend encore et toujours, c'est la dignité à continuer la lutte. Y las trincheras o las estrategias son tan variadas como los problemas. Et les tranchées et les stratégies sont aussi variées que nos problèmes. Es tan dramático que es difícil incluso pensar en una forma articulada de un cambio. C'est si dramatique en fait que c'est même difficile d'envisager une seule manière d'articuler les réponses à tous ces problèmes. Y como se mencionó, además del deterioro moral, ético, de lo que son los valores más básicos, Et en plus de cette détérioration morale dont on a déjà parlé, justement toutes ces valeurs qu'on partage à la base et qui n'existent plus ou qui sont détériorées, hay un proceso de empobrecimiento, como se señalaba, que está mostrado en la concentración de la riqueza en el mundo. il y a un processus visible d'appauvrissement, mais qui n'est pas juste mexicain, mais aussi global. Es difícil plantear, pero hay todos los días, de todas las formas, mecanismos de resistencia. Alors c'est difficile à expliquer dans toute sa complexité, mais il y a vraiment tous les jours des mécanismes de résistance. Merci Norma. Mike, je crois que tu voulais prendre rapidement la parole. Yes, my last word is that we in the United States. Mon dernier mot pour aujourd'hui, Is that we in the United States should be building bridges, not walls. c'est que nous, aux États-Unis, on devrait être en train de construire des ponts, pas des murs. Oui, donc ça va être l'heure d'arrêter ce débat. Je vais juste vous rappeler, pour ceux qui veulent continuer le sujet, donc, alors il y a une dédicace du livre de Patrick tout à l'heure, là maintenant, donc son livre La Frontière, tout de suite après le débat. Il y a Aura qui sera présente demain à la journée littérature, donc demain toute la journée, je crois qu'elle intervient demain après-midi. Et il y a encore une palabre avec Mike Wilson vendredi matin, où on va revenir aussi sur le territoire des Tohono-O'odham et les stratégies de résistance à la frontière avec le Mexique. Donc voilà, je vous remercie d'avoir suivi. Je vous remercie bien sûr tous les quatre d'avoir participé à ce débat. Bonne soirée. Et on me dit qu'il y a le film de Mike ce soir. À quelle heure? À 9h. Le film de Mike qui s'appelle Inside the Labyrinth. Voilà. Bonne soirée.